Bon, et finalement, avec tous ces bangers, ces grosses hype et tout ce qui s'en dégage, qu'est-ce que vous avez retenu pour cette première partie d'année? Quel est le jeu que vous avez retenu? Il y en a eu quelques-uns qui ont fait grand bruit sur la scène ludique, mais moi la question que je me pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'il en ressort chez vous? Pas chez celui qui reçoit des jeux pour les tester comme moi, c'est vraiment chez vous, qu'est-ce qui ressort? Quel est le truc que voilà, vous avez testé et que finalement vous avez, même que vous avez acheté évidemment, que vous avez testé en festival ou acheté, que vous avez conservé, parce que vraiment vous y avez trouvé quelque chose qui vous satisfaisait profondément, mais également, qu'est-ce qui vous a profondément déçu? Parce que vous le savez, aujourd'hui c'est la traditionnelle, je dirais maintenant, ça fait 3 ans que je l'ai fait, parlons de tradition. Traditionnel top flop mi-année, je fais pas des tops toute l'année, je fais 2 tops à dire vrai. Top flop mi-année, le grand top flop de l'année. Et donc aujourd'hui, ce sera le top flop mi-année 2025, où dans cette vidéo, alors plutôt que de faire 3 et 3, je vais faire 10 tops et 3 flops. Ouais, 3 flops parce que c'est le flop, c'est-à-dire qu'il y a une attente, nécessairement, il y a une attente qui est importante, qui provoque ce flop. C'est pas juste le jeu est nul, il était destiné à être nul. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a une attente derrière, de mon côté en tout cas, pour ma part, et que je n'ai pas réussi à m'y retrouver. J'ai pas réussi à retrouver quelque chose, ou voire même j'ai été déçu. Alors que les tops, finalement, ce sont les jeux qui ont embelli finalement mes nombreuses expériences ludiques de l'année. Donc aujourd'hui, je te présente les top flops de cette première partie d'année, donc ce premier semestre 2025. Évidemment, on dit merci à tous les copinos du Cofinos qui défilent par ici, par là. Il y a de nombreux concours de manière régulière, qui pop, mais surtout, attention les amis, il y a un méga concours qui arrive pour la rentrée, puisque je vous ai concocté un concours en partenariat avec de nombreux éditeurs pour pouvoir vous proposer des box mystères, des jeux qui va falloir que vous choisissiez la box que vous voulez ouvrir, et je tirerai au sort parmi vous, et vous découvrirez donc ce que vous aurez gagné en vidéo. Voilà, c'est comme ça que ça se passera, je réexpliquerai évidemment les tenants, les aboutissants, mais je vous assure qu'il y a des bons gros trucs à remporter, il y a des trucs sympas. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne et à rejoindre le Ko-fi si vous voulez aider, évidemment, il y a d'autres concours en parallèle de tout ça. Bref, on like, toujours important, on s'abonne, et on commence maintenant. Alors, top 10 de cette première partie d'année. C'est un jeu où j'avais envie de le remettre un peu en avant. Parce que cette année, on a eu pléthore, finalement, donc à cette première partie d'année, pléthore de jeux à 2. On a eu aussi beaucoup de jeux de cartes, beaucoup de jeux estampillés sur la méca du président, et finalement, il y a, parmi tout ça, des choses qui ressortent. Et parmi toutes ces choses qui ressortent, il y en a une dans la catégorie des jeux à 2 que je voulais remettre en avant, puisque c'est un jeu qui a pris le pari, plutôt que de rentrer dans quelque chose de plutôt, je dirais peut-être pas commercial, mais tout du moins dans une catégorie qui est destinée à être plus vendue. Ici, ça s'adresse vraiment à des joueurs experts, puisque je vais vous reparler finalement de Canal, donc Canal qui est édité chez Silex et chez Fantasy, qui est un jeu donc exclusivement de joueurs, et 2 joueurs et solo, il y a un mode solo, pardon, on peut pas aller au-delà, dans lequel on va construire un canal et des bâtiments, etc., etc. C'est un jeu qui est très marrant, très industriel. Pourquoi est-ce que je classe donc Canal dans mon top 10? Parce que, justement, je viens de te le dire, oui, mais il faut écouter. Et parce que, attends, je pousse ça me dérange. Parce qu'il apporte quelque chose que je trouve de différent dans ce qui a été proposé dans tous les 2 joueurs depuis ce début d'année. Il essaye de se démarquer en allant vers quelque chose qui est plus risqué, parce qu'on sait que le jeu expert c'est un petit peu plus compliqué, et en ce sens, je trouvais ça plutôt très audacieux, et j'aime bien pouvoir mettre en avant, en tout cas j'aime bien surtout quand je joue à des choses comme ça, me dire putain mais c'est couillu d'avoir fait ça, et là pour le coup Canal c'est couillu d'avoir fait ça. C'est donc un Uwe Rosenberg, c'est un jeu qui va vous proposer, comme je te disais, de construire un canal mais aussi des bâtiments. L'idée c'est qu'on va avoir une sorte de grille devant nous qui va correspondre à notre ville, voilà, niveau thématique, on est sur un jeu industriel, voilà, on va pas aller chercher beaucoup plus loin que ça.
Mais l'idée, c'est qu'on va pouvoir réaliser 5 actions, donc 3 actions et 2 actions pour l'autre joueur, 3 actions pour le premier joueur, et ça va tourner. Et l'idée, c'est qu'on va donc pouvoir construire des bâtiments chez nous. Ces bâtiments, on va pouvoir les activer en construisant des voies tout autour. Voilà, des voies, il y a canal, le fameux canal, il y a des routes pavées, il y a des chemins, il y a des chemins de fer, etc. Et certaines tuiles nécessitent, enfin certaines cartes qui représentent les bâtiments nécessitent certains types de voies pour pouvoir les activer. Et ça se fait, les règles sont vraiment très simples. C'est toujours pareil chez Rosenberg, c'est toujours super simple les règles. Après, voilà, parfois certains joueurs qui lui trouvent une forme de répétitivité au travers de ces différents titres. C'est vrai qu'on a de nouveau la sempiternelle roue des ressources, qui ici est un petit peu plus accessible que par exemple dans Black Forest, qui est un petit peu plus complexe avec ce système de verre. Bref, je rentre pas dans le détail. Si jamais tu veux voir la vidéo où je t'évoque Canal en longueur, n'hésite pas à aller checker dans la description. Normalement, je vais placer toutes les reviews express qui ont intégré ces jeux, si jamais t'es passé à côté et que tu veux avoir un petit peu plus de contenu. Mais bref, quoi qu'il en soit, Canal pour moi, c'est un jeu qui est original dans son aspect du coup de joueur par rapport à ce qui s'est fait en ce début d'année, et je suis content de voir un jeu expert de joueurs sortir, alors que finalement on a été quand même pas mal inondé de jeux un peu plus accessibles. Donc Canal sera mon top 10 de cette première partie d'année. Ensuite, je t'en ai parlé il y a très peu de temps pour le coup, je vais te parler d'un jeu coopératif dans lequel on va donc incarner des animaux qui vont lutter contre des bâtiments, contre des robots, des choses qui vont venir construire, qui vont venir se construire et polluer la vie sauvage, le monde sauvage dans lequel ils vivent. Je vais te parler de Defenders of the Wild. Donc Defenders of the Wild, c'est un jeu coopératif dans lequel tu vas devoir donc diriger finalement ton clan de petits animaux dans l'idée d'aller vaincre ces machines-là. Il va falloir retirer les machines et vaincre et renaturaliser ce qu'on appelle, renaturaliser les usines qui vont se construire. Et ça, je trouve ça vraiment thématique, vraiment bien fichu, puisqu'on va avoir vraiment ce système. À la fin de chaque tour, on va piocher des cartes ennemies sur les activations des ennemis, et on a des moteurs qui vont venir poser des murs, façon un peu domino quand on jouait quand on était gamin. Et autour, quand il a fini de faire le tour d'une tuile hexagonale, on va avoir donc une usine qui va se poser, et cette usine, elle va déverser de la pollution, elle va construire des mechas, ce genre de choses-là, qui vont venir vous attaquer, et on va pouvoir aller les renaturaliser, et pour ce faire, il va falloir péter les murs, il va falloir rentrer dedans, virer tout ce qui s'y trouve, utiliser une action, etc. C'est un jeu qui est magnifique, vraiment la DA elle est absolument superbe, le jeu est très thématique, attention cependant, et encore une fois le lien dans la description si tu veux voir le détail de la review, c'est un jeu qui pâtit un petit peu de ces règles un peu lourdingues. Voilà, les règles sont pas forcément très digestes, on fait pas mal d'allers-retours dedans, j'ai même dû aller voir parfois sur BGG, mais dans l'idée, une fois qu'on a réussi à passer finalement cette barrière-là, on a un jeu qui est extrêmement plaisant, un jeu coopératif rude, vraiment avec une difficulté qui est bien dosée, qui est en plus modulaire, on va pouvoir moduler la difficulté si on arrive à s'en sortir plus ou moins. Et donc voilà, en ce sens, Defenders of the Wild donc sera mon top 9 de cette première partie d'année. Ensuite, on va récompenser de nouveau un jeu à deux qui décide de prendre un autre parti. Je vais te parler d'un jeu qui te propose de construire un bâtiment. Alors on est encore dans... Alors, tu vas te dire, ouais mais Nils, t'aimes que les jeux où on construit des trucs industriels? Non, pas du tout. Moi j'aime bien les grosses thématiques, etc. Mais parfois une bonne mécanique réussit à me faire basculer de l'autre sens. Et là je vais te parler d'un jeu qui s'appelle Flatiron. Et Flatiron, c'est un de joueurs exclusif, donc dans lequel, qui épouse des caractéristiques de l'Eurogame, dans lequel on va construire un tableau chez nous, voilà, avec les différents quartiers autour du Flatiron, les rues qui partent du Flatiron, et on va construire finalement un tableau d'action sur notre tableau qui correspond aux rues, je viens de te dire, et à chaque tour, en fait, tu vas pouvoir placer ton personnage sur l'une des rues qui n'est pas occupée par ton adversaire, pour pouvoir activer le tableau qui se trouve devant toi, et en ce sens, tu vas pouvoir gagner de nouvelles cartes, tu vas pouvoir construire finalement, évidemment, les fondations du Flatiron, parce qu'on met à chaque fois 3 points pour pouvoir construire un nouvel étage, tu vas pouvoir construire ce nouvel étage, et tout ça va t'emmener finalement à résoudre des objectifs, à atteindre finalement des conditions de scoring que tu auras récupérées en cours de partie, et à obtenir donc des points de victoire par ce biais. C'est un jeu qui est très dynamique, vraiment, les règles sont super simples, il y a juste une iconographie, voilà, vraiment appréhendée, mais bon, il y a une aide de jeu qui est plutôt bien fichue dans le livret. Alors, elle est dans le livret, elle est pas à part, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. On finit, finalement, on regarde un peu le livret, voilà, sur la première manche, après on le laisse de côté, et on est parti, tout va bien. Mais voilà, donc Flatiron, c'est un jeu, alors, moi j'apprécie beaucoup la DA. C'est un jeu qui est illustré par Weberson Santiago. Ce que je trouve un tantinet dommage, c'est que finalement ce bâtiment-là aurait pu être un petit peu plus joli, étant donné que c'est l'élément central du jeu. Voilà, on est vraiment sur des gros plots peints
de couleurs arbitraires, et c'est un petit peu dommage, je trouve. Il y a une petite occasion manquée finalement par rapport à ça. Par contre, le jeu, il est vraiment très satisfaisant en termes de combinaison, il est très satisfaisant en termes de rejouabilité, puisque en fonction des cartes qui vont sortir, on va avoir un tableau qu'on va construire de manière différente, on va réussir à créer des synergies finalement dans son tableau de manière à gagner de l'argent qu'on va pouvoir dépenser ailleurs pour pouvoir construire le Flatiron et répondre à certains de nos objectifs. Bref, je le trouve complet, intéressant et très réussi. Voilà pour ce qui est de Flatiron, qui sera le numéro 8 de mon top de cette première partie d'année. Ensuite, je bascule sur une drôle de surprise. Un jeu que je n'attendais pas du tout, qui est un petit jeu pour le coup, c'est un petit jeu, encore 2 joueurs. Et là, donc, on bascule on a Canal, jeu expert, Flatiron, qui flirte avec l'expert, on est plutôt dans l'initié. Et là, on va basculer sur quelque chose de beaucoup plus accessible, qui s'appelle Agent Avenue. Agent Avenue, donc 2 joueurs exclusifs, ou peut-être 4 joueurs. Il y a peut-être des règles à 4 joueurs, je sais plus, mais bon. Moi, j'y joue à 2 joueurs, et le jeu a été designé, à mon sens, pour du 2 joueurs, au vu de ce que j'ai vu. C'est très simple, le jeu. C'est un jeu dans lequel on va être des espions dans un même quartier, on se observe un peu comme ça, et l'idée c'est quoi? C'est d'aller jouer des cartes. Bah alors oui, quand c'est notre tour, on va jouer 2 cartes, une carte face cachée, une carte face visible. Ou comme ça. Et l'idée c'est qu'on le propose à notre adversaire. Voilà, j'ai joué ça. Et notre adversaire, il choisit, bah moi je prends celle face découverte, ou celle face cachée. Et évidemment, toi tu prends l'autre. Et l'idée, c'est que ces cartes vont combiner avec les mêmes itérations d'elles-mêmes. C'est-à-dire que si t'as déjà une carte d'un certain personnage qui t'a rapporté une avancée sur le plateau, j'y reviens, bah si t'en mets une deuxième, peut-être que ça te rapportera 3 avancées sur le plateau. Parce que oui, il y a des jetons qui vont se courir après. Si tu réussis à rattraper ton adversaire, bah tu l'emportes. Mais aussi, il y a des effets négatifs si tu obtiens trop d'itérations de certaines de ces cartes, ou parce qu'il y a des cartes aussi qui sont profondément mauvaises. T'as des manières de gagner de manière instantanée grâce à des cartes spéciales, sur réussir à en collecter 3, bref. Et ça permet de jouer finalement sur un système qui est très intéressant, qui est finalement le bluff, hein. On va jouer vraiment sur du bluff, sur je te tends une carte qui est très intéressante, mais en même temps celle que je te mets là, elle est vachement plus intéressante, mais en même temps on va essayer d'insinuer à notre adversaire ce doute-là, parce qu'on va lui mettre une carte qui est vraiment très forte, et que l'autre en fait elle est très pourrie, du coup il va aller chercher la très pourrie. T'as pigé l'idée. Voilà, Agent Avenue, ça marche vraiment très bien. Il y a la possibilité d'ajouter des effets aussi dans le jeu, il y a des effets, voilà, qui viennent s'ajouter, des petites cartes de pouvoir. Bref, c'est superbe, c'est bien édité, c'est beau, ça, c'est pas très cher en plus de ça, et ça marche vraiment bien, on peut empiler les parties là-dessus, voilà. Pour ce qui est de Agent Avenue, qui est donc mon top 10, 9, 8, 7. Top 7. Ensuite, je vais te parler encore d'un 2 joueurs. Bah oui, je suis chiant, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, c'est comme ça. Il y en a eu beaucoup, mais il y a des choses différentes, et j'ai envie de les mettre en avant, ces choses différentes. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un jeu qui est formidablement édité. C'est vraiment la première chose qui te claque aux yeux quand tu y joues. Alors ça se dit pas claque aux yeux, mais je dis ce que je suis sur ma chaîne. Et ça, voilà. Ça correspond à la thématique. C'est un jeu d'affrontement de joueurs où on utilise des cartes. Et ce jeu, c'est Ironwood. Ironwood, c'est un jeu dans lequel un des joueurs qui va incarner les cuirassés, l'autre des joueurs qui va incarner les peuples de la forêt. J'ai perdu leur nom et c'est pas très grave. Les peuples de la forêt, ils ont des jetons en bois, les cuirassés ont des jetons en métal. C'est du détail, mais je trouve ça super important de pouvoir se démarquer éditorialement parlant par ce genre de détails. Et c'est un jeu qui va vous proposer donc de jouer suivant une mécanique de cartes. Vous avez des cartes en main, vous allez poser les cartes et réaliser les actions qui se trouvent dessus. Ou alors réaliser des effets suivant les choix que vous allez faire, parce que parfois vous avez plusieurs choix à faire. Et le but, donc, des cuirassés, ça va être de construire suffisamment de forteresses, donc de construire 3 forteresses. Pour ça, il va falloir poser des fondations sur un lieu. Ensuite, il va falloir construire la forteresse par-dessus. Tout ça, ça coûte donc de la monnaie, ça coûte du minerai, grosso merdo, je sais plus comment c'est le nom, peu importe. Et pour ça, on va pouvoir utiliser la foreuse que seuls les cuirassés possèdent pour aller creuser dans les montagnes, récupérer des minerais, etc. Le peuple de la forêt, lui, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir, lui, aller shipper des totems magiques qui se trouvent dans les forêts. Donc, ils vont dans la forêt et récupèrent un totem grâce à des effets de cartes. Il faut avoir la bonne carte. Et le totem, ils ont 2 tours pour pouvoir l'emmener à l'extérieur et le stocker sur leur plateau. Et s'ils en remportent 3, ils l'emportent. Voilà. C'est un jeu dans lequel il y a une belle tension. J'aime beaucoup Ironwood pour ça, c'est que on est vraiment toujours entre 2 eaux finalement. Si on s'en sort bien, parce que nécessairement, il y a un point qui est un petit peu plus rude, c'est si jamais vous jouez avec quelqu'un qui n'a jamais joué et que vous connaissez votre deck, ça risque d'être compliqué, il va vraiment falloir le mettre au parfum. Mais ça, c'est un peu le lot de beaucoup de jeux, donc attention si vous jouez à Ironwood, à bien briefer votre adversaire pour pas qu'il soit dégoûté. Donc, toujours de la tension. De la tension parce qu'on ne sait jamais si... Enfin, c'est difficile de décider entre le fait de vouloir
construire par exemple ces chutes cuirassées, mes forteresses, donc avancer sur notre objectif, ou alors tenter de freiner notre adversaire. Il y a toujours une prise de risque qui doit être faite pour pouvoir progresser, parce que sinon on n'avance pas. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui, je pense, il doit être difficile à doser dans un jeu d'affrontement à 2 joueurs, de réussir à doser justement ce phénomène-là d'avancer d'objectifs individuels qui font que du coup on va hésiter à aller vers l'avant ou à freiner notre adversaire. Donc éditorialement c'est magnifique, le matos est d'une qualité dingue. J'ai récupéré en plus les cartes pour les premiers achats avec les cartes foil, elles sont incroyables. J'ai les illustrations, elles sont absolument superbes. Vraiment, j'ai rien à redire sur l'édition tant je la trouve incroyable et le jeu il est vraiment excellent. Donc Ironwood, ce sera mon top 6 de cette première partie d'année. Top 5. Le dernier jeu à 2. Ouais, c'est chiant, mais il y en avait beaucoup, je sais. C'est le dernier. Après, c'est plus des jeux à 2. Promis. Alors, essaie de deviner lequel c'est. J'attends. Normalement, par rapport à ce que je t'ai montré, il y en a 3 qui ressortent. Qui restent. Tu sais qu'il y en a qu'un sur les 3 qui sera dans mon top. C'est question de ressenti, évidemment. C'est pas question de te dire ça c'est nul ou c'est pas nul. Encore une fois, va voir sur la chaîne, j'ai parlé de tous ces jeux. Non, aujourd'hui, je vais te parler donc d'un jeu d'affrontement de joueurs. Un jeu plutôt abstrait, dans lequel on va devoir drafter des personnages pour pouvoir donc les placer sur une forme d'échiquier, et le but sera donc d'aller capturer le leader adverse. Et le jeu, le bien nommé jeu, c'est Leaders. Et Leaders, c'est un jeu, c'est une claque ludique. Leaders, c'est une claque ludique. C'est une claque éditoriale, c'est une claque en termes de tarifs, c'est beaucoup de choses. Mais alors qu'est-ce que c'est d'abord? Donc comme je te le dis, c'est un jeu plutôt abstrait, donc on va se déplacer sur un échiquier, en forme de truc. C'est pas un hexagone, c'est en forme de panneau stop. Et l'idée, c'est qu'on a un leader. Bah oui, leader, c'est leader. Ça tombe bien. On a un leader qu'on pose chez nous, et ensuite, on va devoir drafter des personnages à chaque tour. On commence dans le jeu, hop, on déplace notre leader, on sélectionne un personnage, etc. Il y a des personnages, donc que des personnages uniques, et chaque personnage a son propre pouvoir, soit un pouvoir d'activation, soit un pouvoir passif, soit un pouvoir qui va jouer sur les autres personnages. Du type, je vais pouvoir sauter par-dessus des personnages qui se trouvent devant moi. Du type, je vais pouvoir agripper un adversaire et le tirer vers moi, ou alors me rapprocher de lui. Ce genre de choses-là. Et ça, c'est quelque chose qui rend le jeu unique, parce que finalement, on a un jeu qui va vous proposer de créer une synergie entre les différents personnages que vous allez drafter, et une fois que vous en avez drafté 5, vous n'allez pas tous les drafter, une fois que vous avez drafté 4 personnages plus votre leader, vous allez en avoir 5. Et à partir de là, on lance la partie finalement, et le but ce sera d'encercler le leader adverse. Encercler, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en ait au moins 2 qui touchent le leader adverse. Mais c'est pas sûr, parce que l'assassin, par exemple, il a besoin d'être seul. Voilà, c'est son pouvoir, il a rien d'autre. Mais par contre, il arrive à toucher l'adversaire, à être adjacent, hop, terminé, bonsoir. Il y a l'archère, par exemple, elle a pas besoin d'être à côté, elle peut être une case plus loin. Bah oui, elle a un arc, du coup, c'est plus facile. Voilà, et donc c'est comme ça, finalement, que vont se créer les différentes situations. Leader, c'est un jeu sur lequel on va pouvoir empiler les parties pour avoir des sensations toujours différentes. Il y a beaucoup de rejouabilité en ce sens, parce qu'on va avoir une draft qui va être systématiquement différente lorsque l'on va jouer, et ça, c'est vraiment très intéressant, et évidemment, éditorialement parlant, c'est incroyable, ça ressemble à rien d'autre. Ce sont des jetons, donc ce sont des standees en carton dans un socle en bois, avec des dorures sur le plateau qui sont incroyables, un système de tiroir, avec le plateau, c'est fou. Leaders, c'est dingue, et c'est vraiment pas très cher, c'est moins de 25 €, me semble-t-il, quelque chose comme ça, enfin aux alentours de 25 €. Donc voilà pour Leaders, qui est donc mon top 5 de cette première partie d'année. Allez, fini les jeux à 2 jeudi. Fini. On va partir sur le top 4. Top 4, je vais te parler, encore une fois, d'un jeu qui a fait beaucoup de bruit en ce début d'année. On t'a sorti un jeu où, des fois, j'entendais, c'est un peu un Ark Nova-like, etc. Il y a un truc, de toute façon, quand on parle d'Ark Nova, c'est le gros paquet. Souvent, on va te sortir, c'est un Ark Nova-like parce que t'as un gros paquet de cartes. Alors, il y a plein de jeux avec des gros paquets de cartes. Mais Terraforming Mars, c'est beaucoup Terraforming Mars, Ark Nova, bon. Mais c'est pas Ark Nova-like, pour le coup, moi, c'est pas comme ça que je le vois. Je vais te parler d'un jeu qui s'appelle Wondrous Creature. Wondrous Creature, donc, c'est un jeu de construction de tableau de cartes, dans lequel on va, donc, à chaque tour, pouvoir poser des cartes, on va pouvoir poser aussi un personnage qui prend sur un plateau, et des hexagones, on va pouvoir poser un endroit pour aller collecter des ressources, ou des cartes, et on va devoir donc progresser en
construisant un tableau, en choisissant finalement le type de tour qu'on va faire aussi, parce qu'on va faire des tours classiques comme ça en posant, voilà, en récupérant des ressources, etc. Mais on va aussi pouvoir jouer 2 cartes, et on va aussi pouvoir faire un tour de recharge finalement, qui est un peu, voilà, le tour de reset, c'est-à-dire que t'as plus grand chose à faire, t'as plus beaucoup de ressources, et ce tour de recharge va te permettre donc d'aller collecter les différentes ressources et effets des cartes correspondantes que t'as placées dans ton tableau. Je vais pas rentrer dans le détail, beaucoup plus du gameplay, ce qui m'a plu, c'est la montée finalement en puissance dans le jeu, et notamment lorsqu'on commence à atteindre les différents objectifs, l'accélération de la partie qui crée un espèce de sentiment d'urgence, où on va tous essayer d'aller choper les différents objectifs pour pouvoir scorer. Le jeu est superbe, encore une fois, l'édition est impeccable, et le jeu, je le trouve assez original, de par ce mix entre le placement justement de placement sur la map pour la collecte de ressources, les différents personnages que vous allez trouver dans la boîte de jeu, qui ont des effets spécifiques. Alors c'est pas des effets game changing, ils sont asymétriques, c'est-à-dire que ces personnages, vous allez les mettre, donc éditorialement, il y a un truc qui est cool, il y a des petits aimants, vous allez pouvoir le mettre à cheval sur l'une de vos créatures, bon, c'est un détail, mais encore une fois, je l'ai redit pour tout à l'heure pour Ironwood, les détails c'est important. Et il va te proposer donc d'avoir un pouvoir particulier sur ces petites cartes, voilà les cartes de personnages que vous avez, il y a un pouvoir que vous allez pouvoir déclencher à un moment donné, ils sont pas complètement différents entre les différents joueurs, entre tous, c'est pas ça qui va vous faire gagner la game, mais c'est un petit truc intéressant à avoir, je trouve, dans le jeu, d'avoir un petit peu d'asymétrie, et en plus de ça, je trouve que le système de construction de tableau marche toujours aussi bien, les interactions, attention, existent exclusivement au niveau du plateau, c'est vraiment là où vous allez prendre les différentes places, mais ça existe, parce que pour le coup, ça peut être extrêmement pénalisant, lorsque quelqu'un a réussi à shipper l'endroit sur lequel vous voulez aller, parce que tant qu'il est pas parti de là, vous pouvez pas avoir cet endroit-là. Donc voilà. Je reste là-dedans, il y a aussi un truc, voilà, un point qui est assez important en tout cas, assez intéressant, c'est notamment les illustrations et les différents personnages, il y a beaucoup d'humour en fait dans les cartes, c'est vraiment un mix entre la nature, entre les animaux, entre les objets, il y a un truc qui est très cool, en tout cas qui marche très bien dans One 12 Creatures, voilà, pour One 12 Creatures, qui est donc le top 4 de cette première partie d'année. Avant de passer sur le top 3, donc de cette année, on va discutailler des mentions honorables. J'avais pas fait ça jusque-là, alors mentions honorables, qu'est-ce que c'est? C'est des jeux que j'ai vraiment appréciés, que j'aurais aimé caser dans ce top pour pouvoir les mettre en avant finalement dans une forme de classement, mais je les ai pas mis. Alors tu vas me dire, mais tu fais ce que tu veux, en fait c'est ta chaîne, tu l'as dit tout à l'heure, oui, mais en fait il faut que les comptes soient ronds. Donc top 10 c'est intéressant, si je commence à te faire un top 16, lourd. Donc ils n'ont pas réussi à atteindre le top 10, et le premier parmi tout ça, dont je vais vous parler, c'est la Cour de Versailles, chez Chèvre Édition. Donc évidemment, tous ceux qui sont en mention honorable, c'est qu'ils sont pas loin du top, hein. Voilà, on est sur les 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13, 14, voilà. Dis tout ça. La Cour de Versailles, donc un jeu qui reprend finalement un système qui avait très bien marché avec Château Combo, un système de construction de tableaux de cartes, on va faire une grille de cartes avec des effets interconnectés, etc. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le contexte historique qui est apporté dans la Cour de Versailles qui est très intelligent, c'est-à-dire que là on va vraiment avoir des notions et des références historiques qui sont apportées dans le jeu, qui sont vraiment bienvenues pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que tel personnage interagit, enfin telle personne interagit bien avec telle personne, pourquoi elle interagit mal avec telle personne, et ça c'est très intéressant. Donc la Cour de Versailles, encore une fois je vous invite à aller voir le moment où j'en parle finalement cette année, pour vous faire un avis là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, risque de beaucoup plaire. Je pense que comme c'est un éditeur qui a moins pignon sur rue, ça passe peut-être un peu plus à côté, mais je vous invite fortement, si vous avez aimé les mechas de Château Combo, à vous intéresser à la Cour de Versailles. Ensuite, je vais vous parler évidemment en fait t'en sais rien, mais je vais te parler de Finspan. Finspan qui vient après Wingspan, qui vient après Wyrmspan. Aujourd'hui on a Finspan, et là on peut se dire encore, etc. Et pour beaucoup, Finspan, c'est mieux que les autres. Je saurais pas dire. Honnêtement, là, je sais pas. Parce que Wingspan, il y a un affect, voilà, qui est très fort. J'ai la Big Box. Pas parce que j'ai la Big Box, je suis obligé de dire que c'est bien. Mais il y a un affect très fort avec Wingspan. C'est vraiment les débuts. Enfin, les intermédiaires de ma ludothèque, où vraiment, quand j'ai acheté ça, j'ai énormément joué. Et j'ai trouvé vraiment énormément de plaisir. Wyrmspan, je l'aime beaucoup dans son idée, dans son approche plus euro finalement du jeu, et Finspan, je l'aime vraiment beaucoup aussi dans son approche plus initiée, mais très intelligente, qui amène vraiment quelque chose de bien pensé pour les joueurs qui n'ont pas nécessairement aimé Wingspan, ou même pour ceux qui ont aimé Wingspan et qui voulaient quelque chose de peut-être plus dynamique, plus accessible. Voilà, pour Finspan, donc, qui aurait pu, et en plus de ça, le jeu est magnifique. Voilà, faut le dire quand même, c'est le plus beau pour moi de toute la gamme. Ensuite, donc je t'en ai parlé il y a vraiment pas longtemps, Top 10 Aventure. Donc, c'est Top 10. Donc si tu connais pas Top 10, c'est quoi? C'est tu distribues des cartes entre tous les joueurs qui vont de 1 à 10, et t'as une situation, il va falloir que tu donnes une réponse en fonction du chiffre que t'as. Tu
type, tu te retrouves, voilà, t'es dans ton rêve, t'es à poil dans la rue, réponds de 1 à 10, donne une réaction en fonction de ton taux d'humiliation. Voilà, entre 1 qui est pas du tout humilié, à 10 qui est très très humilié. Tu vois le genre. Je l'ai complètement inventé, mais c'est exactement ça. Tu peux même en faire toi-même, tu peux composer toi-même si tu veux. Et Aventure, du coup, il ajoute quelque chose qui est très sympa. C'est qu'il apporte une trame narrative. Alors pas une trame genre va à telle page, etc. Non, t'as juste une carte où il y a 5 finalement parties en une. Et l'idée c'est que il va falloir se rappeler des réponses que l'on a données. Alors c'est pas un jeu de mémoire, on va s'en rappeler très rapidement, mais c'est qu'on va souvent avoir des connexions entre les premières réponses et les dernières. Et ça c'est très intéressant, ça donne un fil conducteur qui est très marrant à suivre. Voilà pour Top 10 Aventure. Et enfin je termine avec Toy Battle, qui est évidemment la sensation de joueur chez beaucoup de monde. Alors moi je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé ce qu'il proposait, beaucoup de plateaux, beaucoup de rejouabilité évidemment. Après je l'ai beaucoup apprécié, mais moins que les 2 joueurs que je t'ai proposé dans le top. Voilà, c'est tout. Mais je l'ai énormément apprécié, y a pas de souci là-dessus, c'est juste que il faut faire des choix. Toy Battle, du coup, c'est le jeu dans lequel tu vas avoir donc un petit paravent comme ça, où tu vas mettre des petits jetons, et tes jetons, tu vas devoir les placer suivant une ligne directrice, pour pouvoir soit atteindre le château de ton adversaire, enfin en fonction de la map que tu as prise, et donc le vaincre de cette manière-là, soit entourer des zones pour récupérer des étoiles et avoir un certain nombre d'étoiles pour pouvoir l'emporter. L'idée c'est que tu vas pouvoir écraser, en fonction du chiffre qu'il y a sur ta tuile et celui de ton adversaire, tu vas pouvoir superposer ton adversaire, donc il y a une vraie lutte qui se crée autour du jeu, voilà. Donc je rentre pas plus dans le détail pour ça, le jeu est pas très cher encore une fois pour ce qu'il propose, l'édition est impeccable, il y a beaucoup de rejouabilité, le jeu est très cool, voilà pour Toy Battle. Maintenant basculons du côté des flops. Bah oui, des flops, il y en a. J'ai 3 flops à te proposer pour cette première partie d'année, et je vais commencer par le flop 3. Le flop 3 qui est un jeu qui propose un système de Village Defense, non pas Village People, non, un Village Defense, donc voilà, en comparaison à un Tower Defense. On a des ennemis qui arrivent donc c'est dans la culture, voilà, mythologie nordique, qui arrivent pour éradiquer le village de Freya, et il va falloir donc se défendre face aux hordes d'ennemis qui arrivent, et ce jeu donc c'est Fate, et j'ai perdu le nom, il y a Fate quelque chose, le destin de ma couille dans le pâté. Donc Fate c'est un jeu qui, ça fonctionne, voilà, le jeu fonctionne. Je vais pas dire que je me suis pas amusé à y jouer, mais il n'apporte absolument rien dans le paysage ludique. C'est-à-dire que dans les jeux coopératifs, si vous voulez quelque chose de type Tower Defense, etc., il y a beaucoup mieux. Par exemple, t'as des Kingdom Rush qui marchent très bien. Mais alors Fate, en plus de pas apporter grand-chose, se dote de la particularité d'être profondément laid. Ah bah c'est un talent. Mais le jeu est d'une laideur infinie. Vraiment, c'est l'un des jeux je pense que c'est même le jeu, je vais aller plus loin, c'est le jeu qui possède les illustrations les plus laides que je n'ai jamais eues dans ma ludothèque. Voilà. Alors, évidemment, il faut qu'il y ait un minimum d'illustration. C'est-à-dire que si tu me donnes un jeu abstrait, voilà. Mais là, je te parle de personnages, de choses qui, clairement, m'ont totalement sorti du thème. Il y a un côté peut-être humoristique, c'est clair, hein, donc quand on voit dans les cartes, etc. Mais pour le coup, ça marche pas. Je trouve que c'est trop tiré, finalement, vers quelque chose de pas beau. Et on reste dans cette caricature des vieilles BD d'avant, quelque chose qui me plaît pas vraiment. Donc, Fate, en plus d'avoir une mécanique qui est finalement convenue, propose, voilà, un jeu. J'ai joué 2 fois pour la review. Voilà, j'avais joué une fois, j'ai joué une fois, j'avais plus envie d'y jouer, très clairement. J'ai joué une 2e fois, il me semble. Enfin, si j'ai joué 2 fois au moins, mais je sais pas si j'ai fait plus, je crois que j'ai fait 2. Et vraiment, j'avais plus envie d'y aller. C'était, voilà, ça fait partie de ces jeux qui marqueront personne, parce que, malheureusement, ils n'apportent absolument rien, et en plus de ça, artistiquement parlant, c'est aux fraises. Donc, voilà pour Fate, qui est donc le flop, pas top, oulala, flop 3 de cette première partie d'année. En flop 2, je t'avais parlé d'un jeu qui utilisait, qui exploitait finalement une thématique assez douteuse. Alors, c'est pas vraiment une thématique douteuse, parce que ça laisse entendre d'autres choses, mais une thématique tout du moins qui est, je trouve, difficile à exploiter. Il utilise la thématique des nazis qui ont trahi, entre guillemets, leur propre camp pour chasser les autres nazis. Bon, ça a existé, attention,
mais c'est quelque chose qui... je vais te parler de la traque. Donc la traque chez Don't Panic. Pourquoi est-ce que je te parle de cette thématique, et c'est ce que j'avais dit à l'époque dans la vidéo, c'est que je trouve ça, même si finalement ça existait, attention, je renie pas ça, je trouve ça très difficile de jouer avec certains personnages qui ont qualifié finalement, qui ont représenté l'horreur de cette période, en tant que carte dans sa main avec des bonus et des effets combinatoires. Moi, c'est quelque chose c'est la première fois finalement que je me retrouve face à ça en me disant, bah, c'est un peu chelou, tu vois. Alors, ça m'a pas empêché de jouer, attention, hein, c'est pas la question, mais mine de rien, ça, tu vois, tu dis, ok, je joue Klaus Barbie, quoi. Alors, je comprends qu'on va y mettre en avant, et il faut pas oublier le devoir de mémoire, tout ce que tu veux. Faut pas oublier cette période-là, qui est une période horrible, évidemment, de la culture et de l'histoire. Mais c'est vrai qu'au travers d'un jeu et du fait de devoir jouer finalement ces choses-là, je trouve ça un peu difficile. On m'avait fait la réflexion, on me dit ouais mais t'as joué à Scarface 1920, ça t'a pas posé de soucis. Bah ouais. Peut-être, mais comment je pourrais te justifier ça? Peut-être simplement parce que tu joues finalement un ensemble. Tu joues une organisation mafieuse qui va donc utiliser des actions, etc., qui sont plus cartoonesques. Bon, ça n'excusera pas tout, mais le fait d'avoir des cartes avec les photos des personnes qui ont commis l'horreur, et que ces cartes en plus t'apportent des bonus, etc., c'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de mal. Mais il n'y a pas que ça. C'est que le jeu, je l'ai trouvé profondément ennuyeux. Vraiment, je me suis profondément emmerdé sur la traque. J'ai trouvé ça d'un plat, et vraiment rude, quoi. C'était vraiment rude d'aller au bout. Et c'est rare que je n'ai pas envie d'aller au bout, hein. Mais alors là, j'y suis allé, mais j'avais plus envie. Vraiment, le jeu, ça a été quelque chose de pénible. Enfin, si je vais qualifier la traque, je crois que c'est comme ça que je l'avais qualifié à l'époque, c'est que j'ai trouvé ça pénible. Et du coup, en plus, avec cette thématique que j'ai eu du mal finalement à exploiter dans ce jeu, bah voilà, flop 2 pour la traque. Donc mon flop 1, c'est un jeu qui, éditorialement, t'en fout plein la gueule, clairement, mais qui, je trouve, en termes de gameplay, ne réussit pas du tout à convertir cette beauté-là en un jeu qui finalement fonctionne. Et je vais te parler de Kelp. Kelp, donc c'est une lutte de joueurs, donc ça aurait pu faire partie d'un top dans ce que je te qualifiais de c'est original, ils ont pris un autre parti, etc. Oui mais non. Parce que il te propose, donc c'est une pieuvre qui combat un requin. Donc pourquoi pas, et le jeu, encore une fois, est illustré par Webersen Santiago, qui s'est donné du mal en ce moment. Le jeu est superbe, l'édition est incroyable, t'as des jetons acryliques, etc. Tout est beau, tout est impeccable. Éditorialement, j'ai rien à redire. C'est en termes de gameplay. Parce que donc on va jouer suivant un méca asymétrique, où la pieuvre, lui, va jouer suivant un système de cartes qu'elle va récupérer, donc elle va se créer un deck, façon un peu deck building, et elle va jouer des cartes pour réaliser des actions, alors qu'en face, le requin, lui, va jouer un back building, donc il va piocher des dés pour les lancer et réaliser des actions en conséquence. Il a 3 couleurs de dés, la couleur bleue qui lui permet de se déplacer plus facilement, la couleur jaune qui permet de détecter, la couleur rouge qui permet d'attaquer. Et c'est là où je trouve qu'il y a un souci, c'est que le gameplay du requin est beaucoup plus ennuyeux que le gameplay de la pieuvre qui est plutôt chouette. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment dommage dans Kelp, parce que jouer le requin, t'as pas envie de jouer. T'as pas envie. Moi, j'avais plus envie de jouer le requin, parce que tu te retrouves devant cette sempiternelle méca de piocher les dés et de les balancer. Alors, je sais qu'il y en a qui me disent, t'as des problèmes avec les dés, c'est pour ça. Non, c'est pas la question. C'est que là, il y a des moments où, en fait, t'es face à la pieuvre, parce que c'est du déplacement caché, et la pieuvre, tu peux pas la taper parce que t'as pas pioché la bonne couleur. Et ça, plusieurs tours. Et c'est quelque chose qui peut être profondément frustrant. Donc, clairement, Kelp, c'est le déséquilibre profond entre le gameplay de la pieuvre qui est chouette et le gameplay du requin qui est pauvre, je trouve. Apparemment, ça a été corrigé avec l'extension, mais moi j'ai pas joué l'extension, j'ai joué au jeu qui est sorti en France. Donc voilà pour Kelp qui sera le flop 1 de cette première partie d'année. Et enfin, terminons par le top 3. Et ben oui, on va faire le top 3, le top 2, le top 1, bien évidemment, de cette première partie d'année. Et le top 3, c'est un jeu que je n'attendais pas du tout. Mais alors pas du tout. On m'a, pour tout te dire, on m'a invité à Cannes à tester le jeu. Je regarde le jeu, je suis putain, ça a l'air beau, voilà, mais bon, sans plus que ça, parce que c'est un jeu de cartes.
Et que bon, moi les jeux de cartes, j'aime bien, mais ça reste quand même, voilà, c'est un jeu de cartes. J'ai aucune critique contre les jeux de cartes, mais c'est pas le nerf de ce qui m'anime, quoi. Mais donc, je vais tester ce jeu avec des personnes que je ne connais pas, et avec Fred de Campus Tech que j'embrasse. Et donc, jeu en équipe, des cartes magnifiques, dorure en veux-tu en voilà, cartes de tarot, tout ce que tu veux. Je vais évidemment te parler de Présage. Présage, chez Spiral Edition, c'est un jeu, donc en équipe, dans lequel il va falloir se débarrasser de ces cartes pour pouvoir remporter la manche, remporter 2 manches pour pouvoir l'emporter. Et donc, on va jouer des cartes avec des effets qui sont indiqués dessus, qui vont faire référence aux couleurs, qui vont référence aux valeurs, du type, je joue cette carte-là qui dit, eh bien, toutes les cartes rouges vont être défaussées. Très bien, le joueur d'à côté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de jouer les cartes rouges, mais peut-être qu'il a pas. Il va mettre une carte qui va dire, les cartes avec les effets rouges sont annulées. Bref, je t'invente des trucs, mais bon, t'as compris l'idée. L'idée, c'est que, quand tout le monde a joué, on jette les cartes qui s'éliminent grâce à différents effets, et on jette la carte la plus forte. Et, dans l'idée, on doit réussir à aider son coéquipier, qui est sélectionné au hasard, en le faisant jeter des cartes à lui aussi, ou alors que lui nous aide pour faire jeter nos cartes, et donc arriver au point où on n'en a plus, qu'une, et l'idée c'est qu'à ce moment-là, on remporte la manche, et on passe à la suivante, et on enchaîne comme ça. Ça peut paraître très basique dit comme ça, mais vraiment les effets de cartes, c'est le nerf de la guerre, c'est le twist coquinou finalement de ce Présage qui apporte vraiment un jeu qui est supra-original, un jeu sur lequel tout le monde va pouvoir trouver une satisfaction à jouer à Présage, parce qu'en termes de game design, c'est vraiment superbement pensé pour qu'il y ait cette synergie entre les différents coéquipiers que l'on a, parce qu'on peut jouer à 4, mais on peut jouer jusqu'à 6 aussi, donc on peut être en équipe de 3, mais même à 5, on peut jouer à 2 contre 3, et dans ce cas-là, les joueurs qui sont 2, ils ont une carte de manche, grosso merdo, je crois que c'est ça. Et on va avoir en plus de ça un jeu qui est absolument superbe. Donc vraiment, Présage, c'est la grosse surprise de cette première partie d'année. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le tester et que vous avez la possibilité de jouer à au moins 4, parce que oui, ça se joue à 4 au minimum, mais à 4 ça marche très bien, attention, eh bien je vous invite très très fortement à essayer de tenter l'aventure Présage, qu'en plus de ça c'est un petit jeu qui coûte pas très cher, donc clairement, faut surtout pas hésiter à y aller sur Présage. Le top numéro 2, je te l'ai évoqué il y a peu de temps, c'est un jeu qui te propose, c'est un jeu compétitif, qui te propose de construire ton château face à celui de Frédéric II. Je vais te parler de Stupor Mundi, un jeu de Nestor et Mangone, qui est donc l'un des co-auteurs de Darwin's Journée, par exemple, entre autres. Et donc, dans ce jeu-là, on va nous avoir donc notre plateau qui représente notre royaume, avec les différentes pièces du château que l'on va devoir construire, mais on va aussi avoir un château en face de nous, qui est le château de Frédéric II, que l'on va construire ou déconstruire. Et l'idée, c'est qu'à chaque tour, on va déplacer notre bateau sur les différentes villes qui est indiquées, et on va pouvoir réaliser les actions en fonction de ce qu'on va mettre comme carte en jeu. C'est-à-dire que soit on met une carte face visible, on fait les actions qui se trouvent dessus, donc des bonus, de ce que tu veux, des ressources, etc. Soit on la met face cachée, et dans ce cas-là, il y a 2 lances comme ça, il va falloir pointe donc vers des actions, on choisit l'action qu'on veut réaliser. Et en ce sens, on va pouvoir faire progresser un personnage qui va permettre d'obtenir des bonus suivant une ligne d'effets qui sont indiqués sur le plateau. On va pouvoir acheter de nouvelles cartes, on va pouvoir recueillir des alliés chez nous, ces alliés permettent de scorer en fonction de différentes conditions, et ces conditions c'est quoi? C'est soit on se met bien face à Frédéric parce que Frédéric il est gentil, soit on met bien Frédéric parce qu'on est bien loyal, et dans ce cas-là, il va falloir créer une sorte de déséquilibre entre l'un et l'autre. Mais le truc c'est que les joueurs autour, ils vont devoir faire la même chose, et peut-être qu'ils ont des objectifs contraires aux vôtres. Peut-être que vous, votre but, c'est que Frédéric, il ait le superbe château avec le plus de pièces possible. Peut-être que le joueur d'en face, lui, c'est qu'il ait son château avec le plus de tours possible, plus de tours que Frédéric qui se trouve en face. Donc, c'est là où va rentrer le système de construction-déconstruction, parce qu'au bout d'un certain moment, on va récupérer des bonus qui sont des décrets. Ces décrets, ça permet d'avoir des effets immédiats, mais ça permet d'interagir surtout avec Frédéric, avec ses ressources donc c'est ses ressources en blé, ses ressources en pierre, avec son argent, avec donc ce sont les Augustes, avec ses alliés, et donc ces fameuses constructions de châteaux. Donc c'est très original, je trouve, Stupor Mundi. Ça apporte quelque chose qui est très intéressant dans l'Eurogame, c'est cette interaction forte qui est créée grâce à ce château, parce que oui, on va scorer à chaque manche, donc il va falloir lutter toujours pour pouvoir conserver notre scoring maximal, et pour pouvoir donc prendre une belle avancée sur la piste de score.
Donc voilà, en plus de ça, l'édition elle est impeccable, le jeu il est vraiment dynamique, les règles sont pas très compliquées, il y avait quelques petites erreurs au niveau des règles, mais ça a été corrigé par une FAQ que je vous invite à aller chercher. Et voilà pour ce qui est de Stupor Mundi, une expérience surprise de cette année, puisque pour le coup, moi quand je l'avais vu, je m'étais pas renseigné, j'avais vraiment vu le jeu, j'avais l'impression que c'était un truc historique un petit peu lourdingue. Pas du tout, on est vraiment sur un jeu qui est bien pensé, et un très bon Eurogame qui utilise en plus une interaction, ça c'est bien à souligner, un euro avec une belle interaction. Donc voilà pour Stupor Mundi qui est le top 2 de cette première partie d'année. Et enfin, je finis. Je finis par un jeu que j'ai reçu et que je vous ai offert, et que j'ai acheté en version Ultra Collector of Death, le Ultra Mega Pack de tout ce que tu veux. Je vais te parler donc d'un jeu qui est le petit frère de Andromeda, de Dwellings of Eldervale. Je vais te parler d'Andromeda's Edge. Et Andromeda's Edge, c'est vachement bien. Voilà. J'en ai parlé longuement encore une fois en vidéo, tu trouveras là-dessous. Mais qu'est-ce que je peux te dire en résumant très succinctement ce qu'est Andromeda's Edge? Eh bien, c'est Dwellings of Eldervale en mieux. Andromeda's Edge, c'est la possibilité, on te propose d'aller coloniser certaines planètes. Bon, on est sur un thème spatial. L'idée, c'est qu'on va venir collecter des ressources, on va venir réaliser des actions en fonction de là où on va placer nos vaisseaux. Dans un tour, soit on place des vaisseaux, soit on les récupère tous. Et quand on les récupère, on va pouvoir activer des modules qui se trouvent chez nous, et ces modules, finalement, c'est un tableau d'effets que l'on va construire au gré des actions qu'on va réaliser. On va pouvoir récupérer des modules industriels, des modules sur sciences, etc. Et lorsqu'on va donc placer des vaisseaux dessus, lorsqu'on les récupère, on va générer des effets, des combos d'effets, et ça, c'est super intéressant. Autour de ça, on va progresser sur différentes pistes, donc toujours pareil, piste industrie, piste scientifique, piste civilisation, piste énergie, je crois, ou revenu, je sais plus. Et ça va nous permettre de déclencher parfois des conditions de scoring supplémentaires, parfois des récupérations d'effets, et tout ça aussi, ça va nous permettre d'avoir plus de points de victoire à la fin de la manche. Autour de ça, il y a des mécaniques qui est originale d'une IA finalement qui va venir vous emmerder sur le plateau, en fonction où vous allez atterrir, elle va venir sur vous, il va falloir la combattre, etc. Le combat, c'était le point noir de Dwellings of Eldervale, parce qu'il était très aléatoire. Ici, on a compensé cet aléatoire par quelque chose de beaucoup plus vertueux, puisqu'on va avoir la possibilité d'avoir des relances en fonction du nombre de nos vaisseaux qui vont arriver, et on va avoir la possibilité aussi d'agrémenter de cartes et de différents effets pour pouvoir s'en sortir, et ça, c'est beaucoup plus plaisant que la frustration que pouvait avoir Dwellings of Eldervale du lancer sec finalement, qui nous laissait face à notre malchance, sans avoir possibilité de... Parce que là, maintenant, on a la possibilité de rebondir si on est bien préparé, et ça, du coup, pas le droit de se plaindre. Voilà pour ce qui est de Andromeda's Edge. Évidemment, si tu veux que je t'en parle plus longuement, encore une fois, regarde là-dessous, il y a tous les liens qui s'y trouvent, mais ce sera donc le top 1 de cette première, de cette mi-année 2025. Voilà. Et voilà les amis, ce sera donc tout pour ce top flop mi-année. Dis-moi encore une fois, ce qui t'a marqué, toi, sur cette première partie d'année, que ce soit en positif, que ce soit en négatif. N'hésite pas à me le glisser là-dessous, je suis très curieux de vos retours, parce qu'encore une fois, nous on fait des vidéos en tant que créateur de contenu, on vous parle de choses qui arrivent, de choses qui nous ont plu, qui nous ont déplu, mais finalement, on est minoritaire face à vous, c'est vous qui achetez les jeux, c'est vous qui allez y aller jouer, qui allez vous dire si on était trop dithyrambique sur certains jeux, ou trop sévère, ce genre de choses-là. Faut surtout pas hésiter à le dire. Voilà pour cette vidéo. Et évidemment, on like, on s'abonne, et encore une fois, on se retrouve à la rentrée. Enfin, on va se retrouver entre temps, mais à la rentrée pour un ultra méga concours pour les 10 000 abonnés. Donc, soyez présents, ça me ferait plaisir de pouvoir vous proposer de gagner des choses très très chouettes. Voilà. Et puis, bisous cœur les amis.